C'est une remarque quasi quotidienne en été. Et vous habitez là toute l'année? Ah, tu habites dans une yourte? Mais c'est super. Ben non, c'est pas super, non. Il y a une nouvelle génération de jeunes qui arrivent et c'est bien. Il faut savoir se retrousser les manches un petit peu quand même, si on veut rester. L'hiver, je crois qu'il y a 35 habitants en gros qui résident là dans le village. C'est pas beaucoup. Il y a une phrase d'une chanson québécoise qui dit « Ici, il y a tout ce qu'il faut pour rien vouloir ». Et pour moi, c'était vraiment ça. Cette rivière, c'est la Méouge. Tantôt ruisseau, parfois torrent. Elle a sculpté ses gorges somptueuses et créé cette vallée. À cheval sur la Drôme et les Hautes-Alpes, en 40 km, elle traverse des espaces sauvages et des villages où des générations de paysans et leurs troupeaux ont pendant longtemps pris soin de la nature. Depuis quelque temps, cette vallée attire une nouvelle vague d'habitants, dont le désir est de vivre autrement, en pure simplicité. Pour vivre ici toute l'année, les 600 habitants de la vallée vous le diront. Il faut être résistant, opiniâtre, inventif et surtout amoureux de la nature. J'avais la chance que mes grands-parents buvaient de temps en temps de l'eau de vie. Là-bas, enfin, chez moi, c'était du Mar de Provence, ce qu'on appelle Mar de Provence maintenant. Et je faisais le canard dedans. Et c'est là que j'ai découvert les différences de parfums entre une année et une autre année, de Mar, puis bon, de temps en temps, autre chose, la poire, la prune. Donc à plus de 40 ans, je me suis posé la question de faire bouilleur. Je me suis renseignée auprès des douanes, où on m'a expliqué qu'est-ce qu'il fallait faire pour pouvoir être bouilleur. Et puis voilà, j'ai pris un métier, c'est un métier comme un autre. C'est pas mon seul métier. En fait, ça, c'est une passion, quoi. Enfin, mais bon, de toute façon, je fais ce qui m'intéresse, comme j'ai pas choisi de... Oui, je fais ce qui me plaît, quoi. Il faut que je sois en montagne, j'ai besoin de la montagne, j'ai besoin de l'hiver, j'ai besoin des saisons pour vivre. Et puis j'ai besoin des gens, mais un peu, mais pas trop. Voilà, il faut que je puisse prendre de l'éloignement, de la solitude, et en même temps que je puisse voir du monde. Et l'avantage des zones un peu reculées comme ça, c'est que on se voit vraiment. Les pépères. Comme Sylvie, son amie la bouilleuse de crue, Claire a posé son sac ici, à Éour, il y a quelques années, à l'écart d'un des villages de la vallée, pour travailler. C'est avec ses ânes de randonnée qu'elle gagne sa vie. Mère de 2 ados, elle aime vivre au milieu de la nature. Elle aime aussi écrire et a déjà publié 2 romans. Je passe pas mal de temps devant l'écran, entre les mails perso, les mails auteurs, les mails pro Anne, rando. Déjà ça prend pas mal de temps. Et puis après, le temps que je passe à écrire. J'ai eu une formation équestre de randonnée à cheval. Et donc, on a décidé de monter une petite structure avec des ânes, de la randonnée, parce que ça correspondait à quelque chose qui nous parlait bien. On n'avait pas vraiment d'idée éthique sur ce qu'on voulait faire vraiment précise. Après, vivre comme on a toujours vécu, c'est-à-dire on était quand même, on a toujours été des gens qui n'étaient pas à fond dans le système. Le parc est vraiment immense, ils ont presque les conditions sauvages. Donc quand ils reviennent ici pour manger le sel, c'est un moment où moi je remets le cadre
comment on se comporte avec un humain. J'ai perdu une dent, celui-là. Moi, quand je suis ici, là, c'est mon petit paradis. N'importe quoi qui puisse se passer dans la semaine, quand je suis ici, voilà, je sais pourquoi je suis là. Le réseau, c'est très important. Indispensable, je ne sais pas, je pense qu'on peut vivre isolé dans une grotte. c'est pas mon but. C'est important pour se sentir moins seul, évidemment, mais soutenu aussi. Et pour construire des choses ensemble. Ce soir, Claire retrouve Laurence et Bertrand, les kinés de la vallée. Ils ont pu s'échapper de bonne heure de leur cabinet, ce qui est plutôt rare. C'est de la frange? Ouais. Super. Et Sylvie est là aussi, heureuse de retrouver sa fille Coralie, qui n'est que de passage car elle vit à l'autre bout du monde. Plus que partout ailleurs, il est important et même nécessaire quand on habite dans une vallée aussi isolée de se retrouver entre copains. C'est dire si le repas est un moment indispensable pour s'informer, échanger. Va trouver un maître d'apprentissage où tu n'es pas obligé de faire des kilomètres. C'est marrant parce qu'il n'avait pas du tout pensé prendre un apprenti. Un des grands sujets qui occupent les habitants et surtout les nouveaux, c'est la recherche de logements. Pourtant, il n'y a que 600 habitants dans les 60 km le long de la vallée. C'est dire que l'espace ne manque pas. Pour les maisons, c'est pas pareil. Elles sont souvent inoccupées en dehors des 2 mois d'été et quand elles sont libres, elles sont le plus souvent hors de portée des moyens financiers des nouveaux arrivants. Belge et grande voyageuse, Élodie, elle, ne s'est pas posé la question. On l'a vue pour la première fois dans la vallée il y a 4 ans. Elle avait l'intention d'y vivre ou du moins d'y installer son camp de base. Et elle n'a d'ailleurs pas tardé à construire une cabane. Quand on l'a construite avec mon ami Guillaume, on se demandait si on allait mettre un verrou ou pas. Finalement, on en a mis un, mais on n'a jamais cadenassé. En se disant, bon, on fait confiance à l'énergie du lieu qui va inspirer des bonnes choses aux gens et que s'il y a quelqu'un qui a besoin d'un abri pour la nuit, qu'il puisse aller dormir dedans. Et là, ça fait quand même 3 ans qu'elle est là, qu'on n'a jamais rien fermé, qu'il n'y a jamais rien qui a disparu, ni même sur le terrain. Tout est en récup en fait. Et c'est des morceaux de bois qu'on a récupérés dans les scieries. Quand ils coupent les planches, ils font rien avec la première et la dernière qui sont les parties où il y a un peu d'écorce. Et on peut récupérer ça pour vraiment pas cher. Et puis donc la partie écorce elle est dehors. Et puis on a mis du terre-paille dessus. C'est de la terre d'ici, c'est de l'argile qu'on a été chercher dans le ravin. On a passé quelques mois avec peu de lumière l'hiver et sans électricité la première année, juste aux bougies. C'était super chouette, mais en même temps, voilà, on se couchait à 8h30 quoi, parce qu'il fait noir à 5h et les journées sont bien occupées à l'extérieur et donc on dormait beaucoup. On a l'accord de la propriétaire du terrain. Il n'y a pas eu de problème avec elle, pas du tout. Il y a eu des problèmes avec la mairie. C'est-à-dire qu'elle a reçu des lettres de la police et de la direction du territoire pour dire qu'elle est en infraction parce qu'il y avait une construction sur son terrain. Et donc elle était menacée d'amende si elle la détruisait pas. C'est pas très différent d'une cabane de chasseurs, si ce n'est qu'elle est quasiment totalement écologique, alors que les cabanes de chasseurs souvent sont faites en bâche avec plus de plastique. Et clairement, on a été le demander au maire et il a dit eux, ils ont des lobbies derrière eux et vous en avez pas, quoi. Donc moi, j'ai été à la négociation, j'ai été à voir le maire, j'ai essayé d'expliquer qui on était, ce qu'on faisait, j'ai expliqué que j'écrivais, j'ai montré mes livres, j'ai invité tout le village à manger gratuitement et à présenter mes livres le 14 juillet, quand il y avait le verre du maire. J'ai présenté un dossier pour défendre un peu ce qu'on vit ici et ce qu'on peut apporter aussi, parce que notre but, c'est pas de vivre en autarcie, c'est aussi de pouvoir proposer un lieu dans lequel les gens peuvent venir se ressourcer. Finalement, après de longues négociations, on a réussi à avoir une entrevue avec tout le conseil. Et ils ont voté à 6 voix contre 1 la tolérance pour 1 an. Après 1 an, les choses se sont tassées. Je pense que les gens ont appris à nous connaître, ils ont bien vu qu'on était... je ne sais pas exactement quel miracle s'est passé, mais en tout cas, ils ne sont pas revenus sur le sujet. Et donc on n'a pas dû redéfendre notre cas après 1 an.
Maintenant, j'ai vu qu'il y avait des yourtes dans Saléran, alors que, je dirais, avant, nous, on s'est fait traiter de gitans et d'adolescents attardés, et des choses comme ça. Donc ça évolue et ça, c'est super à voir. Enfin, ça fait vraiment plaisir. Sylvie n'est pas que bouilleuse de cru. Elle est également agricultrice, ou comme elle dit, paysanne. Quand elle s'est installée à Saint-Pierre-à-Vèze, elle aussi a connu des problèmes pour s'implanter. Surprise, viens là, viens. Viens là, viens. J'ai acheté ce terrain il y a en gros 5 ans. Et du coup, j'ai demandé un permis de construire pour avoir un hangar et une maison d'habitation. Et comme actuellement les agriculteurs n'ont plus le droit d'habiter sur leur exploitation, évidemment, on m'a refusé le permis de construire. Donc j'ai opté pour la solution de la yourte, qui me paraissait le plus convenable et le plus abordable. Et évidemment, après, ont commencé tous les problèmes que j'ai eus avec ma commune. Menaces d'expulsion de la mairie, etc. Jusqu'au moment où, en effet, c'est la préfecture qui est venue et qui a réglé l'affaire en me donnant un permis de construire pour une yourte. Donc moi, la yourte, je l'ai par défaut et non pas par choix. Ceci dit, c'est un super mode de logement. Oui, qui dépanne parce qu'on est obligé de trouver d'autres solutions, parce que de toute façon, il n'y a pas de logement. On nous interdit de construire, pour nous par exemple, qui sommes en montagne, selon le permis de construire où on le veut, de toute façon, c'est inaccepté. Il faut qu'on habite tous entassés au coin des villages, au coin des villes, et après avec tous les problèmes que ça engendre. Alors qu'au niveau assainissement, on est au point pour les traitements des eaux, en individuel. Pour l'électricité, beaucoup de gens arrivent à se passer très bien d'EDF. Après, pour l'eau, on peut faire de la récupération de pluviales et acheter son eau en bouteille ou aller la remplir à la fontaine du coin. Quand on est arrivé ici, le temps de construire la maison, plutôt que de mettre un mobil-home, on a vécu en yourte. Les deuxième et troisième hivers, on était en yourte et ça a été les 2 hivers où il y a eu le plus de neige. On était dans la yourte avec 1 mètre de neige. Et on n'avait pas le téléphone. Oui. Ici, il n'y a pas de réseau. Donc, comme on n'avait pas d'adresse officielle, vu qu'une yourte, ils ne vous raccordent pas de ligne fixe, et qu'il n'y a pas de réseau, on n'avait pas de téléphone. Et Laurence a créé une clientèle kiné. Moi, j'étais plutôt sur les chantiers à l'époque. Et les gens arrivaient d'un village avec la liste de rendez-vous pour leurs voisins. Et voilà, comme il n'y avait pas d'autre moyen de communiquer. Je trouve que ça a été pour nous une chance de pouvoir démarrer comme ça. C'était difficile en même temps. Moi, j'étais contente que ça s'arrête au bout de 4-5 ans. Mais ça nous a permis d'arriver, de nous installer. Pour des enfants, il y a un côté nature sauvage là qui était sympa. Et puis, des fois, difficile. Des fois, il y a du vent, beaucoup, ça fait peur. Les grands, ils ont eu du mal avec ils n'ont pas été longtemps, mais ils ont été au collège pendant 1 an à Buis-les-Baronnies et c'était un grand écart qui était très difficile. C'est-à-dire qu'il y avait une étiquette, ils venaient des Our, ils étaient en yourte, donc c'était des abrutis. Enfin, je raccourcis un peu, mais ça avait un peu ce goût-là. Mais on en a tous eu marre par moment, mais en même temps une expérience intense et très intéressante, je pense, qui nous accompagnera tous. Allez, les dégourdis. Quand on rentre et que dehors il fait moins 15, bon c'est pas arrivé cet hiver, mais on rentre dans la yourte, il fait 5, voire moins. Et ça c'est pas facile à vivre. Voilà, c'est pas la yourte à 150 € la nuit où les croissants sont arrivés tout seuls le matin avec tout ce qu'il faut pour le petit-déj et tout. C'est pas ça. C'est la vraie vie dans une yourte, c'est super. Le fait qu'on habite dans le rond, c'est bien plus intéressant que d'habiter dans du carré ou du rectangulaire. C'est très agréable. Après, j'ai appris des choses. J'ai appris que vivre dans 28 mètres carrés, puisque c'est la surface que j'ai au sol, donc une fois que les meubles sont là, j'ai bien moins que ça,
eh ben, c'est largement faisable et qu'on n'a pas besoin de grandes surfaces. Ça nous permet d'être plus près de la nature, d'habiter autrement et de repositionner nos valeurs. Il n'y a pas que la vie en yourte qui soit difficile. À l'extérieur, à 1000 mètres d'altitude, les nuits sont particulièrement fraîches. Pour Claire, l'hiver est même une saison redoutée, bien qu'elle ait choisi de vivre ici toute l'année et qu'elle se soit aguerrie. On a un hiver touriste quoi, hein, qui prend pas trop de risques. Quand il y a de la neige, les ânes ils ont du mal à trouver de l'herbe. Si j'avais pu savoir qu'il allait pas y avoir plus de neige que ça, peut-être qu'ils auraient même pu rester en montagne parce qu'en fait ils auraient gratté et trouvé peut-être plus à manger. Après, le gros problème qu'on a en hiver aussi, qui moi me pose vraiment problème parce que j'ai pas de bâtiment, c'est la boue. Voilà, la boue, c'est problématique d'abord parce que les ânes ne sont pas des animaux qui supportent trop de marcher dans de l'humide. Ça leur plaît pas du tout. Les vaches, autant elles s'en fichent, mais alors les ânes, ils aiment pas ça. En hiver, il n'y a pas que les ânes, hein. Il y a la vie au quotidien qui est beaucoup plus difficile. La problématique, c'est la montée pour chez moi. C'est mon chemin qui est très en pente et du coup, je suis obligée souvent de monter avec le 4x4, le 4x4 chaîné aux 4 roues. Et parfois même avec le 4x4 chaîné aux 4 roues, je ne peux plus monter non plus. Donc ça veut dire on monte les courses à la main, on envoie les enfants à l'école à pied. Donc tout qui s'est cassé avec le gel l'autre jour. Le tuyau il a explosé. Et là, je sais pas pourquoi c'est bouché. Il y a un gros bouchon. Voilà. Allez, le petit déjeuner est prêt. On y va. Allez. Régis, le chevrier, est toujours très matinal. La traite des chèvres lui impose son rythme de vie et pour lui, les journées sont spécialement longues. Un beau jour, il s'est fixé ici à Saléran où il élève seul ses 3 enfants. Aujourd'hui, Régis est devenu un véritable repère pour les nouvelles générations. Moi, je suis un petit, 68. En 68, j'avais 12 ans. J'avais l'âge de ma fille, quoi. Pour moi, ça a été justement un déclenchement sur le fait de vouloir créer une autre dynamique dans la façon d'être les uns vis-à-vis des autres, quoi, en fait. Quand j'ai quitté Paris, au départ, on logeait dans les baraques en paille. Et donc, très vite, 2 troupeaux. 2 troupeaux. Et à la fin, on faisait quand même 40 produits. On a créé une foire bio qui existe toujours. Et on avait fait ouvrir l'école du village, ce qui n'était pas une mince affaire quand même. Et on était forcément, en tant que néo-ruraux, on était forcément les hippies du coin, hein, forcément. Et toi, t'es coincé, hein? On peut faire des bêtises, du coup, t'as pas le temps, hein? Viens, pêche-toi. Là, c'est assez nouveau depuis, on va dire, 3-4 ans. Il y a une nouvelle génération. Nous, on commence à avoir du plomb dans l'aile, hein. C'est depuis le temps qu'on y est. Voilà, c'est plus la même dynamique, etc. Et là, il y a beaucoup de jeunes, on en voit de plus en plus, qui sont là,
qui font qu'il y a quelque chose de nouveau encore qui va continuer, qui va se faire, peut-être pas de la même façon que nous, mais il y a une vie, quoi. On doit être 6-8 là, un peu plus dans le haut de la vallée, sur la Drôme. Ça fait quand même pas mal, quoi. Ça fait quand même pas mal, ce qui fait qu'il y a un peu embouteillage au niveau du bassin versant pour la vente, quoi. Moi, je fais 50 000 km par an pour commercialiser mes fromages. Je fais 1000 km par semaine. Je suis en moyenne de 14 heures de travail par jour, quoi. Tout compris. Moi, je n'ai pas le SMIC, en fait. Je ne gagne pas le SMIC. C'est un choix de vie. Au début, on met le doigt dedans, il y a les emprunts, il y a tout ça, etc. Puis bon, il arrive à un moment donné, ça fait partie de sa vie. Finalement, quelque part, c'est ce qu'on avait choisi, au bout du compte, quoi. Et puis voilà, on vit avec, on accepte. Claire et Yann font partie des derniers arrivés. Ils ont quitté leur Picardie natale pour se lancer dans une aventure où les naissances prennent une grande part. Le printemps, c'est une période très importante pour nous. Ça correspond au début de l'agnelage. Alors c'est tout nouveau pour nous parce que nous sommes installés que depuis 1 an. Donc on démarre sur plein d'aspects. Moi, c'était un peu un vieux rêve d'il y a 10-15 ans maintenant. Mais étant pas fille d'éleveur, j'avais l'impression que c'était pas pour moi, que j'avais pas ma place. On est un peu arrivé dans la Méouge par hasard au début, parce que justement, quand on a cherché à travailler comme berger, qu'on n'avait pas d'expérience, pas de chien, parce qu'il faut un chien pour être berger. Et il se trouve que dans la Méouge, dans le village de La Chaux, il y a un éleveur qui a bien voulu nous faire confiance, qui a dit « Moi j'ai des chiens qui pourront aller avec vous, je vous les prête. » Et moi j'embauche des bergers qui n'ont pas d'expérience, il n'y a pas de problème. Voilà comment on est arrivé dans la Méouge et ça nous a tout de suite plu ici. Ça fait une année un peu chargée entre les brebis et le bébé, mais on est plus que content de pouvoir offrir ce cadre de vie-là à notre enfant. Ça demande beaucoup d'énergie évidemment, mais c'est une énergie qu'on a plaisir à mettre. Plus bas dans la vallée, ce joyeux rassemblement d'enfants au déguisement bigarré célèbre à sa manière l'arrivée du printemps. Il regroupe toutes les écoles de la vallée, ce qui, ici, n'est pas une mince affaire, dans un rituel aux consonances provençales, le caramontron. C'est la fête du printemps, donc c'est la 3e qu'on fête ici sur Barret. C'est une fête qui a commencé il y a 3 ans avec une petite envie de partager les fêtes traditionnelles qu'on faisait avec l'association École Éveil et Loisirs à Eour. Ces fêtes là-bas, elles grandissaient et on s'est dit mais un jour il faudrait qu'on la fasse vraiment avec d'autres communes. Et puis les communes elles étaient partantes et puis on se aperçoit que depuis 3 ans il se passe plein de choses merveilleuses, que les écoles d'ici elles commencent à coopérer. Ces fêtes-là, elles existaient ici. Donc l'envie, c'était vraiment de faire vivre les choses qui se sont passées il y a longtemps, qui se sont arrêtées parce qu'on est dans une population qui est vieillissante. Donc nous, on arrive là avec une nouvelle énergie. C'est pas toujours facile parce qu'on est nouveau. On n'est pas né là. Il y en a qui viennent de Pologne, il y en a qui viennent de Lille. Donc qui sont ces gens-là? Ça prend du temps que l'ancienne matière, elle imprègne la nouvelle. Attention, on va embarquer là. À la base de la tradition provençale,
ce caramontran, c'est vraiment le début de carême. Et donc on brûle l'hiver. On brûle l'hiver, mais avec l'hiver, on brûle tout ce qui nous est arrivé dans l'hiver. Donc le but, c'est vraiment de faire un gros pas en avant et de se dire, bon, il y a le printemps qui arrive, il y a tout qui change, il y a tout qui peut redémarrer, la nature, elle redémarre. Et nous aussi, tous les soucis, tout ce qui s'est passé avant, eh ben, on le crame, on oublie. À qui le tour? Alors là, il n'a rien foutu, il a fait trop chaud. Et il y a plein de chenilles processionnaires partout. Il faudrait qu'il y ait un bon moins 15, moins 20, qu'ils nous les fassent tous crever. Moins 17. J'ai investi dans les bottes de neige, dans les combis, dans les gants, dans tout ça, tout ça. Ça coûte de l'argent. Et puis après, ben voilà, il y a votre neige. Et ben voilà. Donc moi, je trouve qu'il faut les cramer. Mes amis, brûlons Caramontran et faisons la paix. Sur le pied du bonhomme. Cette année, la montée des ânes dans les prairies d'été est précoce, ce qui donne beaucoup de plaisir aux ânes qui sont approchés le sommet et son petit parfum de liberté, mais aussi à Claire, aidée de son amie Sylvie, qui partage ici, comme chaque année, un de leurs grands moments de complicité. Qu'est-ce que tu choisis alors? La liberté ou les câlins? C'est un bébé qui a bien marché, ça. En liberté. Les gorges de la Méouge en été retrouvent le flot habituel des touristes qui ne s'aventurent le plus souvent que sur les rochers et dans les piscines naturelles. Pendant seulement quelques semaines, ce village de Saléran retentit des rires des vacanciers. Mais quand ils repartiront, le village sera à nouveau désert. Marseillais, 100%, mon épouse parisienne. Et le hasard a fait qu'on s'est rencontrés à Barré-le-Bas, Barré-sur-Méouge, à l'occasion d'une partie de cartes. Voilà. Et un Marseillais qui a rencontré une Parisienne et puis on s'est mariés. À une époque, je voulais rester ici et trouver du travail à Laragne. Et puis finalement, non, je suis retourné sur Marseille et j'ai gardé la maison comme résidence secondaire. L'hiver, non, c'est trop dur, trop rude. Malheureusement, hein, c'est ça qui est... Et puis il n'y a pas assez grand monde l'hiver. Il y avait 3 bars à Barré-le-Bas, l'épicerie, pareil à côté à La Chaux. On avait la boucherie, la boulangerie, le vieil hôtel. Et petit à petit, bon, ça s'est tout raréfié. Et bon, c'est un peu dans tous les villages pareil maintenant. Moi je suis heureux ici, même s'il n'y a pas grand monde, c'est pas grave. La région est magnifique. Mais c'est vrai que je n'y vais pas l'année. Le temps des vacances n'est pas le même pour tout le monde. Pour les habitants de la vallée, il est le temps fort, car il leur permet d'engranger pour l'hiver. Pour Yann et Claire, nos jeunes bergers, la présence du loup est leur plus grande peur. Il y a des meutes qui sont établies pas très loin, et là il y a eu des constats d'attaques de plus en plus près. En travaillant en tant que berger salarié pour d'autres éleveurs, on l'a vécu. Les attaques, la découverte de cadavres de brebis, et voilà, tout ce qui s'ensuit, et donc on sait ce que c'est. Oui, c'est un stress quotidien, on va dire, quoi. Et qu'on y pense tout le temps, quoi. Les brebis, elles sont dans des parcs éloignés, et il y a les patous, il y a les fils électriques, il y a tout ce qu'il faut, mais est-ce qu'un matin, en arrivant, il y aura toujours un jour, peut-être que le troupeau sera sorti du parc parce que les loups les auront affolés.
Mais dans la vallée, il n'y a pas que le loup qui rôde. Allez. Pour Sylvie, ce sera même une triste journée. Ça c'est fait. En effet, le renard est passé il y a quelques jours se servir dans ses poulaillers. Pourtant, comme tous les jeudis, Sylvie s'est levée de bon matin pour aller au marché de la Ragne, chef-lieu du canton. C'est un jour qu'elle aime particulièrement, malgré les 15 kilomètres tortueux. Les premières fois, tu pleures dans ton poulailler parce que tu as tout ton boulot qui est là par terre, quoi. C'est un charnier. Après, c'est pas que tu t'habitues, c'est que... Oui, c'est décourageant, évidemment, mais il y a beaucoup de choses qui sont décourageantes en agriculture. Et je dirais presque que celle-là, moi, le renard, je le sais, il est là, je m'en protège, j'ai pas droit à l'erreur dans mes clôtures. Donc il y a d'autres choses qui sont bien plus décourageantes parce qu'elles sont du fait de l'humain et de la bêtise humaine. Ça, c'est plus décourageant. Moi, je me suis toujours dit que la retraite, de toute façon, j'en aurais pas, ou si peu, que c'était à moi de me débrouiller avec. Donc j'aviserai au fur et à mesure. Moi, de toute façon, je resterai en activité. Et puis voilà. Le jour où il faut que... j'en sais rien. J'aviserai, je sais pas. Je suis largement en dessous du seuil de pauvreté. Hein. En recette, une fois que j'aurai fait 50 €, il faudra regarder le prix des poulets, mais ça va faire ça, les 2 poulets, et ça va qu'il y en a un très gros. Après, j'aurai un petit peu d'eau de vie, mais ça va pas chercher loin. Il va y avoir un peu des touristes. Mais pas de bonheur. Alors là, c'est bon, j'ai ma place. Ma vitrine, elle fait peine. Les 2 poulets plus chers. Celui-là est déjà réservé. Hop. Mais bon, on va pas pleurer, c'est trop, il n'y a rien à faire. Les petites gnolles. Les livres de Claire. J'ai une assistante. Ça va, c'est du boulot parce qu'il faut tout mettre en place, faut tout préparer. Bon là ça va ici, c'est 18 km seulement. Sinon je vais descendre 2 fois par semaine dans les Bouches-du-Rhône. C'est à 170 km d'ici. Et demain je serai à Carpentras demain matin. Là je commence au niveau de l'énergie, ça fait quand même depuis 36 ans que je le fais. Moi je prends pas de temps, mes dernières vacances ça remonte à la naissance de mon fils quoi. Il y a 22 ans. Et alors Un petit comme ça, bien moelleux. On fait ton truc et je m'occupe de madame et comme oui, ça, oui, oui. Voilà. Et puis je voudrais que tu me donnes que tu me fasses le total de ce que je t'ai pris dans la semaine. Je t'ai pris des oignons. Alors du coup 5, donc 8, 9, 10, ça fait 10 tours s'il te plaît. Et ben voilà, pour l'année prochaine. Voilà. Ouais, je suis désolée. Un sac Non, ça va jamais. Tu donnes un petit peu de courrier madame, s'il te plaît, Julien. Oh oui. Et les dames là. Allez. Non, on ne fait pas ce soir aux vaches parce que sinon on n'arrivera pas à aller à Gap demain matin chez le bonheur. On n'arrivera pas à faire la clôture. Donc si ça se trouve, je monterai aux vaches plutôt samedi matin. Élodie profite aussi de l'été en habituée. Elle ne termine jamais son marché sans une petite visite à Régis. Un frais, un crémeux. Allez. Et un plus sec. Demi-sec ou sec? Demi-sec. Depuis l'automne, sa cabane n'a pas changé, son campement non plus.
À la base, je suis journaliste en fait, et puis j'ai fait l'agrégation, puis j'ai réétudié le français langue étrangère parce que j'aime voyager et que c'était une manière pour moi de pouvoir travailler à l'étranger. Et donc là, je donne des cours d'alphabétisation ou de français langue étrangère aux étrangers, aux réfugiés à Bruxelles. Je pense qu'il y a eu pas mal de gens qui se sont dit que je perdais mon temps ici, d'une certaine manière, ou qui m'ont fait comprendre que je dévalorisais mes diplômes, que voilà, je faisais rien de mes capacités. Pour moi, c'est l'inverse, c'est retrouver d'autres capacités qui ne sont pas forcément valorisées par la société, comme une certaine intériorité, une capacité à retrouver l'essentiel, et aussi une lenteur qu'on n'a pas la possibilité de trouver en ville et qui permet de retrouver de la joie dans les gestes simples en fait. Je dois laver mes vêtements, je prends l'eau de la source et je lave mes vêtements à la main. Je dois manger, il faut que je cuise mes aliments, donc je vais chercher du bois et je coupe le bois en petits morceaux et je fais mon feu. L'avantage de vivre ici, c'est qu'on vit avec peu. Évidemment, il n'y a pas de facture, il y a juste à acheter à manger. Alors, je fais des échanges de services aussi pas mal. Je mets mes services envers les gens, et puis les gens me payent parfois en argent, parfois en légumes, parfois ils m'apportent des abricots. Là, j'ai reçu un énorme cajot d'abricots, donc je distribue. Ça circule pas mal dans la vallée aussi. Les gens sont sensibles à ça, et donc il y a moyen aussi de partager des choses qui passent pas forcément par de l'argent. Et voilà! Coucou! Alors... on est un peu en retard. Elle a passé son temps à manger sur tous les chemins. Non, pas dessus. Allez. Elle est cool, hein? Ouais. Ça, c'est du pur âne de rando, ça. En gros, les ânes sont au boulot. Ouais, on passe de la période où je bosse pour eux à la période où ils bossent pour moi. Donc, c'est un bel échange entre eux et moi. Bon, c'est une belle balade alors. Ouais. Vous n'avez pas eu trop chaud et tout? Ouais. La fréquentation touristique, elle est aléatoire. On n'est pas dans une région connue. On est dans une région qui, justement, a son charme parce qu'elle reste assez sauvage et pas trop fréquentée. Après, moi, je trouve que ça fait partie complètement de la vie, quoi. Il y a quelque chose de très aléatoire et on peut pas être sûr de faire une bonne saison, une mauvaise saison. C'est le dernier à rentrer. Je vais très bientôt me mettre à la retraite. J'attendrai pas l'âge de la retraite pour me mettre à la retraite. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai passé bientôt 20 ans à faire vivre la famille et à rentrer de l'argent pour que le foyer fonctionne, pour que on ait une bonne maison et qu'on ait un niveau de vie à peu près agréable et vivable. Voilà, les enfants grandissent. Hein, Paprika? Oh, t'es belle, Paprika. Je pense que je pourrais quitter la Méouge. J'aurais beaucoup de mal à me détacher d'ici, de ce paysage auquel je suis vraiment attachée, à cette nature qui est vraiment quelque chose qui me tient énormément à cœur. Mais je pense que oui, je pourrais bouger et j'ai envie de mettre un peu les voiles de temps en temps. Ouais. Au revoir, Marianne. Au revoir. À l'année prochaine. Laurence et Bertrand, nos kinés, doivent se lever tôt pendant l'été, car ils n'ont pas que leur passion qui les accapare. Ils ont bien d'autres activités. Ils sont aussi producteurs de spiruline. C'est pas qu'on s'ennuie, c'est que c'est aussi quelque chose qui nous passionne. Et voilà, on a cette difficulté, c'est qu'on est passionné par plein de choses. Là, il fait frais, mais après 9h30, s'il y a du soleil, la température monte. En milieu de journée, on peut avoir les thermomètres claquent. Donc on peut avoir 60-70 degrés dans la serre. C'est pour ça qu'on est là tôt. La spiruline est une nourriture de plus en plus appréciée et un complément alimentaire de grande qualité. C'est très complet, très riche en protéines. Il y a entre 60 et 70% de protéines. La bonne qualité de la spiruline, là, c'est la couleur. Quand elle est un
un peu de bleu comme ça dans le verre, c'est qu'elle va bien. La spiruline, c'est notre grand-mère. C'est une cyanobactérie. C'est les premiers êtres vivants là, sur la planète. Ça fait plus de 3 milliards d'années que ça existe. Elles ont fabriqué l'atmosphère terrestre avec quelques autres de la même famille. Il y a des cultures en Asie qui font 40-50 hectares de bassin, hein, c'est pas la même chose. On a élargi ce qu'on faisait pour nous. Mais nous, ça nous va, c'est à l'échelle du village ici. Ça fait pour une centaine de personnes pour l'année. Au fil des ans, leur métier leur a permis de développer un véritable sens d'observation des mentalités et des comportements de la vallée. Moi, j'entends des gens âgés qui sont très contents qu'il y ait des jeunes qui arrivent en disant « mais ils sont courageux, c'est pas facile, on va les aider ». Et puis, il y a des gens qui sont très réactifs. Ils sont pas de chez nous, ils sont pas d'ici. Je pose la question à certaines personnes, hein, je leur dis à Éour, moi je connais des enfants actuellement qui sont nés à Éour, pas qui sont revenus d'une maternité, qui sont nés dans le village, leurs parents sont nés dans le village, qu'est-ce qu'il faut pour être de quelque part? Donc il y a comme ça une idée qu'on est d'ici ou pas d'ici. Nous on nous sert pas trop. J'ai conscience avec certaines personnes qu'on n'est pas du pays, mais moi ça me gêne pas. Après la récolte, à 9h précises, ils doivent se rendre à la chaux, où se trouve leur cabinet situé dans une ancienne école. C'est ici que nous travaillons, Bertrand et moi, depuis 7 ans. Elle va mieux, ta cheville. Je dois le dire, ma cheville cassée là. Oui. Elle tient mieux aussi ces derniers temps. Oui. Tu tords plus les chevilles dans les escaliers? Non, nickel. J'ai rajeuni de 25 ans. On discute avec les gens, on les écoute beaucoup. Et comme on les voit régulièrement et qu'on est actuellement un désert médical, il n'y a plus de médecins depuis la fin décembre dans tout le secteur là. Et on était 4 kinés installés, on n'est plus que 2, voilà, depuis la fin avril. Donc, les gens, ils ont beaucoup de choses à nous raconter en fait. Je vois de plus en plus de gens avec des pathologies chroniques difficiles et avec très peu de prise en charge localement, autre que ce qu'on peut faire. Et voilà, c'est exigeant de plus en plus. Ça nous arrive régulièrement de dire aux gens, c'est pas à nous là qu'il faut s'adresser, il faut aller aux urgences. Ou là, il faut aller à l'hôpital. Voilà, on fait un peu d'aiguillage comme ça, ce que je faisais pas en centre d'une grande ville. Ils sont surbookés parce qu'il n'y a rien, il faut descendre à Laragne. Les médecins de Laragne ne veulent jamais monter. S'il y a une urgence, plus personne. Il n'y a aucun médecin qui veut véritablement faire le service venir. Donc avant, il y avait un médecin qui était sur Cédron et qui se déplaçait assez facilement. Maintenant, il est à la retraite, il n'a pas été remplacé. Ça a été d'ailleurs très conflictuel, son départ. Et puis, du coup, après, c'est les pompiers. Mais les pompiers qui mettent minimum 3 quarts d'heure, 1 heure pour arriver, quoi. Mère d'Éour, Caroline dirige un centre de vacances. Elle aussi a besoin de la nature. Elle se ressource auprès de ses chevaux parce que la vie d'un maire, même d'une petite commune, est particulièrement dense. Pas facile. Pas facile. D'abord avec cette grande intercommunalité qui est en train de naître et qui est complètement incroyable et ridicule. On va se retrouver à 61 communes dans une grande interco. Donc je ne vois pas très bien comment nous, petites communes, il va falloir se battre pour avoir une place, se faire entendre. Déjà que ce n'était pas facile là, ça sera encore plus dur. Et puis tous les événements politiques nous remuent pas mal et nous questionnent aussi quel est notre rôle, notre place, comment nous on peut jouer un rôle dans tous ces conflits, dans toutes ces perturbations. On n'est absolument pas à l'écart du monde. Au contraire, souvent même il y a des répercussions, il y a un petit... Et je suis toujours étonnée de ça d'ailleurs.
Ne pas se couper du monde. Certains villages en ont bien senti la nécessité. Ils se sont pris par la main en s'organisant d'abord par eux-mêmes. C'est le cas de Lachaud, joli village à l'ouest de la vallée. Depuis de nombreuses années, Lachaud n'avait plus aucun commerce. Il y a peu, avec l'approbation de leur maire, quelques producteurs de la vallée ont démarré le petit marché, aujourd'hui florissant. D'autres ont même ouvert un bar-restaurant dans la salle des fêtes. À nouveau, les gens de la vallée se retrouvent le samedi matin à Lachaud. Bonjour Kathleen, ça va? Alors, ouais, ça va, ça va. Je suis venue voir, est-ce que vous auriez du beurre et du fromage râpé? Oui, oui. De Lachaud jusqu'à ici, il n'y a plus d'épicerie. Il y en avait une à Lachaud, elle a fermé, celle de Barret a fermé l'été dernier. Ouais. Voilà, donc on s'est dit, pourquoi pas essayer d'ouvrir une petite épicerie associative ici à Écoloc, qu'on a appelé le Petit Bazar. Toujours pareil, pour rendre service aux gens de la vallée, et puis en même temps aussi pour le passage, les touristes, les gens qui viennent chez nous passer quelques jours. Voilà. C'est difficile l'hiver de faire tourner un commerce avec les gens locaux. Donc c'est vrai ça fait quelques années qu'il y a à nouveau des gens qui sont arrivés donc, dans la vallée, mais c'est vrai que tenir un commerce ici toute l'année, c'est difficile, quoi. Voilà. Alors nous, on y arrive parce qu'on est des bénévoles, donc il n'y a pas de salaire qui est pris pour faire fonctionner cette épicerie. Que manque-t-il dans cette vallée? Des lieux où se retrouver? Des lieux pour la culture? Des commerces? Des emplois? Interpeller les pouvoirs publics a déjà été fait. Des compétences, des savoir-faire, il y en a. Au cœur de Barret-sur-Méouge, cet ancien centre de colonie de vacances attend depuis 6 ans d'être réouvert. C'est la première fois qu'on fait nous-mêmes une fête. On a accueilli beaucoup de fêtes qui étaient autogérées. Et là, c'est nous qui organisons tout de A à Z avec l'aide de beaucoup de gens de la vallée et beaucoup de gens de la région. Alors Écoloc, c'est une association qui est née en 2014. C'était la volonté des habitants de la vallée de voir réouvrir cet ancien centre de vacances qui était une colonie à l'époque. Ça attire surtout les jeunes familles qui viennent s'installer avec des projets en tête, avec des initiatives personnelles et qui se retrouvent ici et qui créent ensemble ici des choses. Moi, j'étais animatrice ici il y a 15 ans et quand j'ai quitté Marseille et que j'ai voulu venir à la campagne, j'ai voulu revenir ici avec l'idée un peu folle de réouvrir ce bâtiment. On se sent chez nous parce qu'on a trouvé notre place ici et les propriétaires nous accueillent avec beaucoup de bienveillance. Coralie, la fille de Sylvie, s'est expatriée. Comme une majorité de jeunes de la vallée, elle rêve d'y revenir. J'ai 27 ans, je vis en Australie, j'ai vécu 7 ans en Belgique, ça fait 4-5 ans que je suis installée en Australie maintenant. Et voilà, je suis mécanicienne vélo en Australie et je pense que c'est tout à fait combinable avec faire mécanicienne vélo ici, quoi. C'est loin, mais c'est facile, ça fait 24 heures d'avion. Quand je suis partie à 17 ans, j'avais pas envie de vivre dans la vallée, j'avais envie de voyager, de découvrir d'autres cultures, d'autres modes de vie, d'autres modes de fonctionnement. Et là, maintenant, les années passant, je me dis que quand même, la vallée, la vie de la vallée, la vision que les gens ont ici me manque en fait terriblement et donc j'ai une grande envie de revenir ici. C'est pas quelque chose que quand on est petit, quand on est ado ou qu'on arrive dans la vingtaine qu'on voit en fait, ou en tout cas moi je l'ai pas vu. Je me suis pas rendu compte de la chance qu'on avait ici, quoi, de vivre dans ce cadre, dans cet environnement et avec les gens autour, quoi. C'est vraiment un endroit où je pense avoir des enfants ou même une vie de famille générale, c'est chouette. Ils ont vécu comme ça, ils en ont... oui, j'ai eu des enfants qui rentraient en me disant qu'ils étaient fatigués parce qu'il fallait marcher. Et puis ils ont appris certaines choses de toute façon. Et puis je vois que ça ne les a pas empêchés dans leur vie de faire ce qu'ils avaient envie. Alors réussir, moi je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais tout ce que je sais, c'est qu'ils réussissent à être heureux. Et ça, c'est déjà pas mal.
Dans la vallée, tout serait donc possible. Là-haut, sur la montagne de Bergiès, à 1347 mètres, des passionnés ont réalisé leur rêve avec acharnement. Un rêve qu'ils peuvent partager avec le public les nuits d'été. Ils ont mis des années à construire un observatoire équipé de 2 télescopes, ce qui permet à Denis, Guillaume et les autres de poursuivre leur rêve en vrai, la tête dans les étoiles. Il faut surtout être un peu fou pour mener à bien un projet pareil, parce que ce n'était pas gagné d'avance. Mais comme je le dis souvent, la vie est courte, il faut faire les choses avant qu'on ne puisse plus envisager de pouvoir les faire et se lancer à fond dans ce genre d'aventure. Mais ma motivation première, ainsi que celle de Guillaume, c'est de partager nos connaissances, notre passion au plus grand nombre. Le véhicule majeur, ça va être la curiosité. Je pourrais utiliser un télescope comme celui-ci, sans savoir où pointer, ni ce que c'est, ni quel est cet objet. Je pourrais me lasser si je ne suis pas curieux de savoir ce que j'observe. La grande ours, elle est défendue, on va dire, accompagnée par cette étoile. La grande ours elle-même qui accompagne l'étoile polaire, ici, là, ici même.